Je m'appelle Madison Campbell, j'ai 31 ans et je suis la fondatrice de Stellar Tech Solutions. Mon entreprise vient d'atteindre une valorisation de 20 millions de dollars, mais ma famille pense toujours que je joue à la businesswoman. Quand mon père m'a envoyé un texto au sujet d'une réunion familiale urgente, j'ai eu un coup au ventre. Je ne savais pas encore qu'ils se réunissaient pour organiser une intervention concernant ma soi-disant entreprise en difficulté. La reconnaissance de Forbes, qui attendait dans ma boîte de réception, allait tout changer avant de vous raconter comment l'intervention bien intentionnée de ma famille a complètement échoué. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez, et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires de triomphes entrepreneuriaux contre toute attente. En grandissant dans la banlieue de Boston, j'étais l'exception dans ma famille traditionnelle. Mon père, Robert, était un banquier d'investissement à succès, travaillant pour la même firme depuis 30 ans. Il valorisait la stabilité par-dessus tout, nous répétant souvent à table, la sécurité n'est pas excitante, mais ça paie l'hypothèque. Ma mère, Catherine, ancienne institutrice à l'école primaire, avait abandonné sa carrière pour devenir femme au foyer à plein temps à la naissance de ma sœur aînée, Heather. Sur le plan scolaire, j'excellais. Toujours, mention très bien, médaille au décathlon académique, prix de foire scientifique, les murs de ma chambre étaient couverts de trophées. Pourtant, ce n'était jamais assez. Heather était la fille parfaite, elle suivait à la lettre les attentes de nos parents. Elle est allée à Princeton, comme notre père, où elle a étudié l'économie et obtenu un poste dans un cabinet de conseil prestigieux juste après l'obtention de son diplôme. Lors des réunions de famille, mes parents étaient rayonnants de fierté, présentant Heather, la consultante, tandis que moi, j'étais simplement Madison, la petite dernière. Mes tendances entrepreneuriales sont apparues tôt. À 8 ans, mon stand de limonade n'était pas qu'une activité estivale, j'avais calculé les marges bénéficiaires. Testé différentes recettes selon les retours des clients et développé 3 points de vente dans le quartier en recrutant des amis à la commission. À lycée, je vendais des bijoux faits main en ligne et je gagnais assez pour alimenter mon propre compte d'épargne. C'est mignon que tu aies ces petits projets, disait maman en me tapotant la tête, même quand j'avais 17 ans, mais tu dois te concentrer sur des activités qui t'aideront à entrer dans une bonne université. Quand j'ai annoncé vouloir étudier le commerce, papa a ri. Le commerce, ce n'est pas une vraie filière, Madison. Droit ou médecine, voilà des carrières avec un avenir. Malgré leurs attentes d'une formation Ivy League et d'une profession respectable, j'ai choisi le programme de commerce de l'université de Boston. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission, maman a pleuré, non pas de joie, mais de déception. L'université de Boston, c'est bien, disait-elle en insistant sur « bien » d'une manière qui signifiait clairement que ce n'était pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'es pas davantage battu pour Harvard ou Yale. L'université a été mon premier goût de liberté. Je me suis épanouie dans les cours de commerce, absorbant tout, des principes comptables à la psychologie du marketing. Pendant que les autres faisaient la fête, j'ai fondé le club de start-up technologique du campus, organisant des conférences avec des entrepreneurs locaux. Le professeur James Lambert a reconnu mon potentiel et est devenu mon premier vrai mentor, le premier adulte qui ne voyait pas mes ambitions comme une phase passagère. Lors de ma 3e année, j'ai obtenu un stage chez Techno, une entreprise de logiciels en difficulté. En quelques semaines, j'ai identifié des failles critiques dans leur modèle économique et leur stratégie d'acquisition client. J'ai rédigé une analyse complète et l'ai présentée, nerveuse, à mon manager. Il a été suffisamment impressionné pour la partager avec le PDG, qui a mis en œuvre plusieurs de mes recommandations. 3 mois plus tard, la nouvelle direction de l'entreprise a conduit à une augmentation de 30% des revenus. Je suis sorti diplômé avec mention, plusieurs offres d'emploi prestigieuses en main. Mes parents avaient déjà planifié mon avenir, prendre le poste le mieux rémunéré, gravir les échelons de l'entreprise, trouver un bon mari, de préférence avocat, et s'installer dans une existence confortable en banlieue, identique à la leur. À la veille de la remise des diplômes, papa m'a tendu une pochette contenant des annonces d'appartements dans le bon quartier de Boston et des informations sur le programme 401K chez Janssen Financial, où il avait tiré quelques ficelles pour me décrocher un entretien. C'est ton chemin vers la réussite, m'a-t-il dit avec assurance. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Je l'ai remercié poliment, sachant que j'avais déjà accepté un poste chez Innovatech, une petite, mais prometteuse où j'allais apprendre le métier. Depuis le début. Quand j'ai annoncé la nouvelle lors du déjeuner de remise des diplômes, papa a failli s'étouffer avec son saumon. Tu refuses Janssen Financial pour une boîte que personne ne connaît, avec la moitié du salaire? Son visage est devenu rouge de colère et d'incompréhension. Robert, calme-toi, a dit maman en posant une main sur son bras tout en me lançant un regard déçu. Madison a toujours dû apprendre les choses à la dure. Ma sœur Heather,
Toujours la diplomate, à essayer d'apaiser les tensions, peut-être que cette petite entreprise sera un bon tremplin. Elle pourra toujours postuler chez Jensen plus tard, quand elle réalisera qu'elle a besoin de stabilité. Voilà ma famille en un mot, incapable d'imaginer que je puisse avoir une définition du succès différente de la leur. Chez Innovatech, j'absorbais tout. Je me portais volontaire pour des projets hors de ma fiche de poste, je restais tard à étudier les tendances du marché et je nouais des relations avec les clients et fournisseurs. Les nuits et les week-ends étaient consacrés au développement de mon concept d'entreprise, une solution de cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas se permettre une protection de niveau entreprise, mais devenaient de plus en plus des cibles pour les hackers. Chaque dîner dominical chez mes parents se transformait en interrogatoire sur le moment où je trouverais un vrai travail. Quand je partageais avec enthousiasme les avancées de mon plan d'affaires, papa m'interrompait avec des nouvelles de la dernière promotion des heures ou de son petit ami issu d'une bonne famille. Le point de rupture est arrivé quand j'ai surpris papa au téléphone avec son ami. Madison est toujours dans sa phase rebelle, elle joue à l'entrepreneur au lieu de construire une carrière. Elle finira par passer à autre chose quand la réalité la rattrapera. J'avais 26 ans, un plan d'affaires solide, des recherches de marché et une détermination à toute épreuve. Pour ma famille, j'étais encore une enfant poursuivant un rêve irréaliste. Le rejet final de mon plan d'affaires est venu d'un banquier qui a à peine jeté un coup d'œil à ma proposition avant de la refuser. Peut-être que tu devrais acquérir encore quelques années d'expérience, a-t-il suggéré avec condescendance, ou trouver un cofondateur masculin avec un parcours établi. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse, je prouverai à tout le monde qu'ils avaient tort, pas seulement ma famille, mais aussi tous ceux qui avaient rejeté mes ambitions. Le succès serait ma revanche. Avec 15 000 $ d'économie et une détermination nourrie par des années de rejet, j'ai quitté mon emploi pour lancer Stellar Tech Solutions. Quand je l'ai annoncé à mes parents pendant le dîner, maman a laissé tomber sa fourchette avec un bruit de surprise. Tu as fait quoi? La voix de papa était étrangement calme, le silence avant la tempête. J'ai créé ma propre entreprise, ai-je répété, essayant d'avoir l'air confiante. Malgré mon cœur qui battait la chamade. Nous allons fournir des solutions de cybersécurité abordables pour les petites entreprises. Maman a saisi le mot « nous ». Qui est ce « nous » ? Eh bien, pour l'instant, il n'y a que moi, mais je vais bientôt embaucher. Papa a ri, pas son vrai rire, mais celui, court et méprisant, qu'il réservait aux idées qu'il trouvait absurdes. Madison, sois reasonable. Tu seras en faillite dans 6 mois. Pas d'expérience, pas de contact, pas de capital. Ce n'est pas comme ça qu'on lance une entreprise qui réussit. J'ai de l'expérience, j'ai noué des contacts dans le secteur et j'ai assez de capital pour commencer, ai-je répliqué. 15 000 $, ce n'est pas du capital, a ricané papa, c'est à peine un acompte pour une voiture. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Ai-je dit enfin, juste votre soutien, ou au moins votre respect pour ma décision. Le respect se mérite, a-t-il répondu froidement, et cette décision n'en mérite aucun. Je suis parti, maman m'appelant derrière moi. Nous nous inquiétons pour toi, ma chérie. Mais l'inquiétude et le rejet sont 2 émotions différentes avec la même expression dans ma famille. Mon premier bureau était un petit local dans une zone industrielle en périphérie de Boston. Le loyer était bas parce que l'immeuble avait connu des jours meilleurs. L'ascenseur fonctionnait seulement par intermittence, les toilettes étaient au bout du couloir et les murs étaient si fins que j'entendais la société de design graphique voisine se disputer sur le choix des polices. Je travaillais 18 heures par jour, porté par la détermination et des quantités alarmantes de café. Ma table à manger est devenue un bureau, mon salon un espace de stockage pour le matériel. Le sommeil un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Je construisais mon site internet, développais des supports marketing et affinais mes offres de services. Le premier rendez-vous avec un client potentiel était chez Greenfield Accounting, un cabinet local de 20 employés. J'ai passé des jours à préparer ma présentation, répétant mon argumentaire jusqu'à pouvoir le réciter dans mon sommeil. Je suis arrivé en avance, vêtu de mon unique costume d'affaires, confiante que ma préparation minutieuse les convaincrait. Au bout de 10 minutes, le propriétaire m'a interrompu en plein milieu de ma phrase, tout cela semble très technique. Mais combien de clients avez-vous actuellement en tant que nouvelle entreprise? Je suis en train de construire ma base de clients, ai-je répondu prudemment. Donc aucun, a-t-il déclaré sèchement. Appelle-moi quand tu auras un historique. Je me suis effondré en larmes dans ma voiture après, non pas de tristesse, mais de frustration. Le classique cercle vicieux, impossible d'avoir des clients sans expérience, impossible d'avoir de l'expérience sans clients. Cette nuit-là, j'ai repensé toute ma stratégie. Si les entreprises établies voulaient des preuves, je devais trouver des clients qui ne pouvaient pas se permettre d'être aussi exigeants. Je me suis tourné vers les startups et très petites entreprises, des sociétés qui, comme moi, avaient tout approuvé.
J'ai proposé des évaluations de sécurité gratuites, leur montrant des vulnérabilités dont elles n'avaient même pas conscience. Cette approche a fonctionné. Mon premier client payant fut Bloombox, une start-up de livraison de fleurs. Avec 5 employés et un site web truffé de failles de sécurité qui auraient pu exposer les informations bancaires des clients. Même s'ils ne pouvaient pas beaucoup payer, avoir un client a conduit à d'autres recommandations. Rapidement, je desservais 5 petites entreprises, gagnant juste assez pour payer les charges de mon bureau, mais pas assez pour un salaire. Pendant 3 mois, je me suis nourri de nouilles instantanées et des provisions les moins chères que je pouvais trouver, réinjectant chaque centime dans l'entreprise. La percée est arrivée de manière inattendue, lors d'un meet-up tech local que j'avais failli manquer parce que je ne pouvais pas me permettre les $15 d'entrée. J'y ai rencontré Douglas Chin, le directeur technique de Midstate Healthcare, un fournisseur médical régional avec 30 établissements. Leur prestataire actuel facturait une fortune pour une protection obsolète. Après 2 rencontres et une proposition détaillée, j'ai décroché mon premier gros client, un contrat d'1 an, assez pour embaucher mon premier employé. Amy Wilson est devenue ma première recrue, une analyste en sécurité brillante qui avait été sous-estimée dans son précédent emploi parce qu'elle n'avait pas de diplôme en informatique. Elle croyait en ma vision alors que j'avais à peine les moyens de la payer. Dans notre petit bureau, nous avons développé ensemble un pack de sécurité plus complet qui est devenu notre offre phare. Alors que tout semblait s'améliorer, le désastre est arrivé. Un concurrent plus fort financièrement et mieux connecté dans l'industrie est intervenu et a raflé Midstate Healthcare en proposant un tarif légèrement inférieur au nôtre. Soudain, notre plus gros client était perdu et il ne nous restait que 2 semaines de trésorerie. Peut-être que c'est un signe, a suggéré maman quand j'ai eu la maladresse de me confier à elle. Tu as fait de ton mieux, ce n'est pas une honte d'admettre que ça n'a pas marché. Au lieu d'abandonner, j'ai transformé la crise en innovation. Amy et moi avons travaillé jour et nuit pour développer un système de surveillance de sécurité propriétaire capable de détecter et neutraliser les menaces plus efficacement que tout ce qui existait sur le marché pour les petites entreprises. C'était notre dernier coup de poker, et ça a marché. Quand une attaque massive de ransomware a touché plusieurs entreprises locales, nos clients restants sont restés indemnes. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu, nos téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Le Boston Business Journal a publié un petit article sur notre système préventif. En un mois, nous avions signé 15 nouveaux clients et embauché 2 spécialistes de la sécurité supplémentaire. 6 mois plus tard, nous avons célébré notre premier trimestre bénéficiaire. J'ai acheté une bouteille de champagne et 3 gobelets en plastique, portant un toast avec Amy et nos nouveaux membres d'équipe dans notre bureau toujours exigu à la lumière fluorescente vacillante. Quand j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, maman a dit « C'est bien, ma chérie ». Avant de demander aussitôt si j'avais rencontré des hommes intéressants récemment. Et la réponse de papa fut tout aussi condescendante. Les premiers trimestres peuvent être trompeurs, voyons si tu peux tenir la distance. Ma sœur Heather fut un peu plus encourageante, envoyant un bref message de félicitations, suivi d'une invitation à rencontrer son nouveau petit ami, un banquier d'investissement que papa lui avait présenté lors d'un dîner de famille. Peu après, papa a essayé de me présenter à Julian Parker, le fils de son ami de golf qui travaillait dans le développement immobilier. Madison fait semblant de diriger une entreprise tech, expliqua papa à Julian pendant que je restais là, humilié. Ce n'est pas un jeu quand on est rentable, lui ai-je corrigé, gardant mon calme malgré la colère qui bouillonnait en moi. Julian semblait mal à l'aise. Quel genre de tech? Avant que je puisse répondre, papa a interrompu, rien que tu ne comprendrais, très niche. Je me suis excusé tôt ce soir-là, rentrant chez moi avec des larmes de frustration brouillant ma vision. Pourquoi ne voyait-il pas ce que je construisais? Pourquoi mon succès, à ma manière, ne suffisait-il pas? Le tournant de mon parcours entrepreneurial est survenu lorsque j'ai rencontré Janet Torres, une cadre expérimentée dans la tech qui avait fondé et vendu 2 entreprises de sécurité à succès. Elle intervenait lors d'une conférence où j'étais la plus jeune participante d'au moins 10 ans. Après, j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller me présenter. Votre question lors du panel était la plus pertinente, m'a-t-elle dit, me surprenant. Parlez-moi de votre entreprise. Pour la première fois, quelqu'un d'influent dans l'industrie a écouté, vraiment écouté, ma vision. Janet est devenue ma mentor, ouvrant des portes dont j'ignorais l'existence et me guidant dans mes moments de doute. Quand Stellar Tech a remporté son premier prix industriel pour l'innovation, Janet a assisté à la cérémonie avec moi. Mes parents étaient invités, mais ont décliné, prétextant un barbecue de quartier auquel ils ne pouvaient pas manquer. Heather a envoyé un texto, « Félicitations pour ton prix ». Debout sur cette petite scène, recevant ma première reconnaissance professionnelle sans un seul membre de ma famille présent, j'ai compris que je construisais 2 choses. Une entreprise et la résilience émotionnelle nécessaire pour réussir sans la validation que j'avais toujours cherchée.
3 ans après avoir lancé Stellar Tech Solutions, nous étions passés à 25 employés. Notre système propriétaire de surveillance de sécurité avait évolué en une plateforme complète qui bouleversait l'industrie. Nous étions passés de notre minuscule bureau industriel à un véritable espace au centre de Boston, avec des fenêtres qui s'ouvraient vraiment et des chaises qui ne grinçaient pas. Les séries de levée de fonds avaient été stressantes, mais couronnées de succès. 2 millions de dollars de la part d'investisseurs croyant en notre vision et notre potentiel de croissance. Janet m'avait présenté à des capital risqueurs clés spécialisés dans la cybersécurité, et nos chiffres parlaient d'eux-mêmes. Notre taux de fidélisation des clients atteignait 96%, un chiffre inédit dans une industrie où les entreprises changent régulièrement de prestataires. À la recherche de meilleures offres. Ma vie personnelle, cependant, restait compliquée. Malgré des réussites objectivement impressionnantes, ma famille continuait de considérer mon entreprise comme un passe-temps bizarre qui avait duré plus longtemps que prévu. À un mariage de ma cousine Sarah, j'ai surpris maman en train de dire à tante Linda: Madison fait toujours cette affaire d'informatique, on s'inquiète pour son avenir, tu sais, pas d'avantages sociaux, pas de plan de retraite. J'ai eu envie d'intervenir pour expliquer que je fournissais des avantages sociaux complets à tous mes employés, y compris moi-même, et que notre plan de retraite était plus généreux que celui de nombreuses entreprises. Mais je suis restée silencieuse, sachant par expérience que les faits ne changent pas les perceptions dans ma famille. Papa avait pris une nouvelle habitude, m'envoyer des articles sur la bulle technologique et des histoires de start-up ratées. Chaque email contenait une variante du même message, quelque chose à considérer avant qu'il ne soit trop tard. Le désastre du dîner de Thanksgiving est survenu peu après que nous ayons signé un contrat avec une banque régionale, battant des concurrents 3 fois plus importants. Je suis arrivée chez mes parents, portée par ce succès, sentant enfin que j'avais quelque chose qui impressionnerait même mon père. En passant les purées, Papa a demandé à Heather des nouvelles de sa récente promotion en tant que consultante senior. Elle a lancé une longue explication sur ses nouvelles responsabilités, la taille de son équipe et les plans d'expansion de son entreprise. Mes parents écoutaient attentivement, posaient des questions et rayonnaient de fierté. Quand il y a eu enfin un moment de silence, j'ai parlé de notre nouveau client bancaire local. Papa a précisé d'un ton dédaigneux, laissant entendre qu'il n'était pas impressionné. Régional. Ils ont 63 agences dans 3 États, ai-je corrigé. Il a hoché la tête, petit, mais respectable. Bien sûr, dans la banque, les vrais défis de sécurité sont au niveau national. En fait, ai-je commencé, prête à expliquer que les banques régionales faisaient souvent face à des attaques plus sophistiquées, car les criminels supposaient que leur sécurité serait plus faible. Mais papa s'était déjà tourné vers le fiancé de ma sœur, Brad. Brad, votre entreprise n'a-t-elle pas justement décroché le Northeastern National Bank comme client? Et voilà, mon accomplissement était réduit à néant, et la conversation déviée. Plus tard, en aidant maman à faire la vaisselle, je l'ai entendue au téléphone avec ma grand-mère. Non, Madison n'a toujours pas trouvé un gentil garçon. Trop occupé avec le travail, j'imagine. Oui, elle fait toujours cette histoire de start-up. Le fiancé de ma sœur, Brad, est un banquier d'investissement. Le fiancé de ma sœur, Brad, qui avait l'approbation inconditionnelle de mon père, ajoutait une couche de complexité. Brad avait un MBA de Wharton et la confiance qui vient de n'avoir jamais vu ses compétences mises en doute. Il s'était mis à me donner des conseils d'affaires non sollicités à chaque fois que nous nous croisions. Tu sais, Madison, avec ta base d'utilisateurs, tu devrais vraiment envisager un modèle premium. Affirmait-il avec autorité lors de la fête de fiançailles d'Heather, sans rien connaître à la cybersécurité ni au modèle de vente B2B. Nous avons analysé cette approche, répondis-je calmement. Ça ne fonctionne pas pour notre segment de marché ni pour le type de service. Fais-moi confiance, m'a-t-il lancé en clignant de l'œil. J'ai vu les chiffres sur ces projets tech, il faut d'abord la taille avant le profit. J'ai serré les dents au lieu de lui expliquer que nous étions déjà rentables et que notre stratégie de croissance reposait sur la qualité du service, et non sur une course à la taille à tout prix qui avait fait couler tant de start-up. Ce que ma famille ignorait, ce que j'avais délibérément gardé pour moi afin d'éviter leur rejet ou leur tentative d'aide, c'était que Janet m'avait nominée pour la liste des femmes les plus puissantes dans la tech de Forbes. La simple nomination était un honneur que j'avais du mal à croire, mais je savais qu'il valait mieux ne pas partager la nouvelle. Si je ne figurais pas sur la liste, leur réaction du genre « je te l'avais bien dit » aurait été insupportable, et si par miracle j'y figurais, je voulais que la validation soit complète et irréfutable avant de la révéler. Pendant ce temps, Stellar Tech prospérait. Nous avions décroché un contrat gouvernemental pour protéger les systèmes municipaux de 3 villes, battant des concurrents établis grâce à une combinaison de technologies innovantes et de services personnalisés. Notre équipe était passionnée et engagée.
Nous avions créé une culture d'entreprise valorisant à la fois l'excellence et l'équilibre vie professionnelle-vie privée, chose rare dans le monde de la tech. Malgré ce succès extérieur, je luttais encore contre le syndrome de l'imposteur. Chaque réussite s'accompagnait d'une voix dans ma tête qui ressemblait étrangement à celle de mon père: tu as juste eu de la chance. Le prochain défi te montrera tes limites. L'événement déclencheur est survenu lorsque TechForce, un acteur majeur de la sécurité d'entreprise, nous a proposé une offre de rachat. Le montant était suffisant pour que je puisse partir à 31 ans avec une sécurité financière à vie. Après mûre réflexion et discussion avec mon équipe dirigeante, j'ai refusé. Nous avions encore beaucoup à construire, beaucoup à prouver, et je n'étais pas prête à céder le contrôle de ma vision. D'une manière ou d'une autre, papa a su pour l'offre refusée. Il ne m'a pas dit comment il l'avait appris, mais je soupçonnais qu'il avait des contacts chez TechForce ou dans leur banque d'investissement. Il m'a appelé immédiatement. Madison, dis-moi que tu n'as pas vraiment refusé l'offre de TechForce. A-t-il exigé, la voix tendue d'une colère contrôlée. Si, c'est vrai, ai-je confirmé. Ce n'était pas la bonne décision pour notre entreprise à ce stade. Pas la bonne? A-t-il bafouillé? As-tu une idée de l'opportunité que tu viens de laisser passer? C'est ce genre de décisions irréfléchies qui nous inquiètent. Papa, j'apprécie ton inquiétude, mais c'est ma société et ma décision. Ce n'est pas seulement à propos de toi, s'est-il exclamé. Et tes employés, leur sécurité d'emploi? Et ton avenir? Tu aurais pu être assuré pour la vie. Ah, on fait ça à ma façon, ai-je dit fermement. Un lourd silence est tombé avant qu'il ne reprenne d'une voix étrangement calme. Ta mère et moi aimerions que tu viennes dîner samedi soir. Heather et Brad seront là aussi. Nous devons avoir une discussion familiale sur ta situation. Ah, my situation. Ai-je répété, incrédule. Ta situation professionnelle, a-t-il précisé. Nous sommes inquiets et en tant que ta famille, nous voulons t'aider avant que ça n'empire. J'ai accepté le dîner, surtout sous le choc. Après avoir raccroché, j'ai compris ce qui se préparait, ils organisaient une intervention. Comme si mon entreprise florissante était une addiction destructrice. Et la semaine précédant le dîner de samedi fut tendue. J'ai reçu plusieurs textos de maman me demandant si j'avais reconsidéré l'offre de TechForce et si j'étais ouverte au conseil de Brad sur la stratégie d'entreprise. Heather m'a appelé pour me dire cryptiquement: écoute-les au moins, d'accord? Ils veulent ton bien. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que notre entreprise venait d'être évaluée à 20 millions de dollars lors de discussions confidentielles avec de nouveaux investisseurs. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la liste Forbes serait annoncée la semaine suivante. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais cessé depuis longtemps de chercher leur approbation. JE ne voulait juste pas encore cesser de la vouloir. Le samedi soir arriva avec un froid inhabituel. En conduisant vers la maison de mes parents en banlieue, la même maison, je ressentais un mélange d'appréhension et de défi en arrivant devant la maison où j'avais grandi. La pelouse parfaitement entretenue et les buissons symétriques reflétaient l'amour de mes parents pour l'ordre et la conformité, des qualités qui manquaient délibérément à ma VIE. Je me suis garé derrière la BMW d'Heather et la Mercedes de mon père, ma modeste Subaru semblant déplacée même dans l'allée. Prenant une profonde inspiration, je me suis rappelé que je n'étais plus cette jeune femme insécure en quête de reconnaissance. J'étais la fondatrice et PDG d'une entreprise technologique prospère, peu importait si ma famille le reconnaissait ou non. Maman a ouvert la porte avant que je puisse frapper, son sourire anxieux ne masquant pas l'inquiétude dans ses yeux. Elle portait son cardigan formel, celui en cachemire réservé aux grandes occasions, un autre signe que ce dîner familial n'était pas ordinaire. Madison, tu es là, dit-elle en me serrant brièvement dans ses bras. Tout le monde est dans le salon. Je l'ai suivie dans le couloir familier bordé de photos de famille. J'ai remarqué que ma photo de remise de diplôme avait été remplacée par une photo de mariage d'Heather et Brad. Le symbolisme n'était pas subtil. Le salon avait été réaménagé depuis ma dernière visite, les meubles formant un demi-cercle autour de la table basse, rappelant ce à quoi j'imaginais les interventions pour addiction dans les émissions télé. Papa était assis dans son fauteuil en cuir, un dossier de papier sur les genoux. Heather et Brad occupaient le canapé 2 places, tous deux habillés comme pour une réunion d'affaires. Une place vide sur le canapé semblait m'attendre clairement. Madison, dit papa en hochant la tête, sans se lever pour me saluer. Content que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien, ai-je répondu, incapable de cacher la pointe dans ma voix en prenant la place qui m'était destinée. Maman a proposé à boire, ce que tout le monde a refusé. L'atmosphère était suffocante, chargée d'une tension non dite. Papa s'est raclé la gorge, un son qui annonçait le début d'une discussion sérieuse tout au long de mon enfance. Nous t'avons demandé de venir aujourd'hui parce que nous sommes inquiets de la direction que prend ton entreprise. Mon entreprise, ai-je corrigé. Stellar Tech Solutions. Oui, ton entreprise, a concédé papa, le mot sonnant étranger sur ses lèvres.
Le fait que tu aies refusé une offre d'acquisition légitime montre un jugement préoccupant. Il a ouvert le dossier et sorti ce qui semblait être une présentation PowerPoint imprimée. Mon père, toujours banquier d'investissement, avait préparé des diapositives pour mon intervention. J'ai préparé des documents qui expliquent la réalité des échecs des startups tech, a-t-il poursuivi en distribuant des copies. 70% échouent en 10 ans, 90% des startups en cybersécurité ne réussissent pas à gagner une part de marché significative. J'ai jeté un coup d'œil aux documents, constatant que ces statistiques étaient obsolètes et sorties de leur contexte. Avant que je puisse le souligner, il a continué. Madison, nous avons soutenu ton expérience pendant 4 ans maintenant. Mais refuser une opportunité de sortie légitime n'est pas seulement imprudent, c'est irresponsable. Soutenu? Ai-je répété, incrédule. De quelle manière avez-vous soutenu mon entreprise? Maman a interrompu, la voix douce mais condescendante. Émotionnellement, ma chérie, nous nous sommes inquiétés pour toi, mais nous avons respecté ton besoin d'essayer. Essayer? Ai-je répété d'un ton plat. Maman, je ne suis pas en colonie de vacances, j'ai construit une entreprise de plusieurs millions de dollars. Brad s'est raclé la gorge. Madison, parlant en tant que professionnel de l'analyse d'investissement tech, les indicateurs de marché suggèrent qu'une correction est imminente, la cybersécurité étant particulièrement vulnérable à la consolidation. Je me suis tournée vers lui, parlant en tant que dirigeante d'une entreprise de cybersécurité, notre position sur le marché est plus forte que jamais, Madison. La voix de papa s'est durcie. Je me suis permis de parler avec Thomas Jenkins de Fuller Investment, a-t-il fait une pause, laissant planer le nom de son camarade de fac et capital risqueur influx. Il est prêt à examiner tes comptes et à donner une évaluation objective de la viabilité de ton entreprise. La réalisation que mon père avait discuté de mon entreprise dans mon dos m'a glacé le sang. Tu as fait quoi? C'est une faveur, a-t-il insisté. Tom est spécialiste des actifs technologiques en difficulté. Nous ne sommes pas en difficulté, ai-je dit entremets dans ses répoints. Ma chérie, maman s'est penchée en avant en posant sa main sur la mienne, nous nous inquiétons juste pour ton avenir. Si ça ne marche pas, et statistiquement, ça pourrait ne pas marcher, tu auras un trou dans ton CV. As-tu pensé à ce qui vient après? Ce qui vient après, c'est la croissance continue, ai-je répondu en retirant ma main. Il n'y a pas de honte à accepter de l'aide, a continué maman. Si tu as besoin de faire une pause, ta vieille chambre est toujours disponible. La suggestion que je pourrais retourner vivre chez mes parents à 31 ans après avoir construit une entreprise florissante était tellement absurde que j'ai failli rire. Heather était restée étrangement silencieuse, absorbée par son téléphone. Plutôt que de participer à l'embuscade. Soudain, elle a poussé un grand soupir, les yeux écarquillés en fixant son écran. Qu'est-ce que c'est? A demandé maman, surprise par l'interruption. Heather a levé les yeux, son expression un mélange de choc et de confusion. Pourquoi ton visage est-il sur la liste des femmes les plus puissantes dans la tech de Forbes? A-t-elle demandé. En tendant son téléphone pour montrer une notification de l'application Forbes. La pièce est devenue silencieuse. La bouche de papa s'ouvrait et se fermait sans produire de son. Maman est restée figée en plein geste. Brad s'est précipité pour regarder le téléphone d'Heather. Laisse-moi voir ça, a finalement dit papa en prenant le téléphone. Et elle a lu à voix haute, la voix de plus en plus tendue. Madison Campbell, fondatrice et PDG de Stellar Tech Solutions, a révolutionné l'accès à la cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises. À 31 ans, elle est la plus jeune entrée dans la liste de cette année, avec sa société récemment valorisée à 20 millions de dollars. Il s'est arrêté, levant les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre le choc et l'étonnement. 20 millions, a chucho maman. Ta société vaut 20 millions, selon l'évaluation du mois dernier. Oui, ai-je confirmé, gardant mon calme malgré le tumulte émotionnel intérieur. Brad avait sorti son propre téléphone et cherchait frénétiquement des informations sur ma société. Il y a tout un profil, a-t-il annoncé en faisant défiler rapidement, témoignages clients, analyse sectorielle. Comment se fait-il que nous ne savions pas ça? Vous n'avez jamais demandé, ai-je simplement répondu. Vous étiez trop occupé à planifier mon intervention pour envisager que je pourrais réellement réussir. Papa tenait toujours le téléphone d'Heather, fixant ma photo sur la liste Forbes comme s'il essayait de concilier ça avec la fille qu'il croyait connaître. La séance photo date du mois dernier, ai-je ajouté. Ils m'ont fait promettre de garder le secret jusqu'à l'annonce officielle. Mais, et l'offre de TechForce? Papa bafouillait. Si tu fais ça si bien, pourquoi l'as-tu refusé? Parce que je construis quelque chose de précieux à mes conditions, ai-je expliqué. Quelque chose en quoi je crois? La même raison pour laquelle j'ai pris toutes les décisions que vous avez remises en question depuis que j'ai lancé cette entreprise.
Le silence douloureux qui a suivi a été brisé par la voix faible de maman. Nous essayons juste de t'aider. J'ai regardé ma famille accomplie, bien intentionnée, mais complètement à côté de la plaque, et j'ai ressenti un étrange mélange de revanche, de douleur et de pitié. Je sais que vous pensez que vous aidiez, ai-je dit enfin en me levant et en rassemblant mon sac, mais la vraie aide commence par le respect, et aucun d'entre vous ne m'a suffisamment respecté pour croire que je pourrais réussir sans votre intervention. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis retourné. Le numéro de Forbes sort mardi prochain. Je serais ravi de signer un exemplaire pour chacun d'entre vous. Peut-être mesquin, mais profondément satisfaisant, j'ai quitté la maison de mon enfance, laissant ma famille dans un silence abasourdi, leurs documents d'intervention désormais inutiles éparpillés sur la table basse. Le trajet de retour vers mon appartement fut un flou de lumière de rue et d'émotions contradictoires, la revanche mêlée à la douleur, le triomphe teinté d'un sentiment persistant de perte. J'avais enfin reçu la validation que j'avais inconsciemment cherchée pendant des années, non seulement de Forbes, mais reflétée dans les visages choqués de ma famille. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Pourquoi fallait-il une reconnaissance extérieure pour qu'ils me prennent au sérieux? De retour chez moi, j'ai enlevé mes talons et me suis effondré sur mon canapé, laissant les larmes couler librement pour la première fois depuis des mois. Ce n'étaient pas vraiment des larmes de tristesse, mais plutôt une libération d'années de frustration accumulée et le soulagement compliqué d'enfin être vu. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des notifications. J'en ai ignoré la plupart. Mais j'ai vu plusieurs appels des heures. Enfin, vers minuit, j'ai répondu à son appel. Madison, a-t-elle commencé, sa voix inhabituellement hésitante, je ne sais même pas quoi dire. Félicitations, ce serait un bon début. Ai-je répondu, ne lui facilitant pas la tâche. Félicitations, a-t-elle dit immédiatement, mais aussi, je suis désolée. Pas horrible. Ai-je un peu adouci, juste méprisante, et ça, c'est horrible quand c'est ton œuvre de vie. Je savais que tu réussissais, mais je n'avais aucune idée que Forbes. Madison, Forbes. Je n'en ai parlé à personne. Par à mon équipe dirigeante, ai-je expliqué. J'ai été nominée il y a des mois. Mais je ne m'attendais jamais à vraiment figurer sur la liste. Pourquoi ne m'as-tu pas au moins parlé de ça? J'ai hésité avant de répondre honnêtement, parce que j'en avais assez que mes réussites soient minimisées. Si je ne figurais pas sur la liste, je ne voulais pas entendre, c'était un coup de chance de toute façon, et si j'y figurais, tu voulais voir nos têtes. C'est ça, a-t-elle fini pour moi. On peut se voir pour un café. Demain? A demandé Heather. Je veux entendre parler de ta société, la vraie histoire, pas l'interprétation de papa. J'ai accepté, sentant un petit pont se former là où il y avait eu un gouffre. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai délibérément ignoré les tentatives de mes parents pour me contacter. Papa a laissé des messages vocaux évoluants. On essayait juste de t'aider, à un ton plus conciliant. Peut-être avons-nous mal compris la situation. Maman a envoyé des textos allant de culpabilisant, ton père ne dort plus, à maladroitement fier, j'ai raconté à Madame Peterson de l'église pour ta Forbes. J'avais besoin d'espace pour digérer mes émotions sans leur intervention. Pendant ce temps, la reconnaissance Forbes a transformé ma vie professionnelle. Le matin suivant l'annonce officielle, je suis arrivée au bureau pour le trouver rempli de fleurs envoyées par des clients, partenaires, et même des concurrents. Ma boîte mail débordait de messages de félicitations et de demandes de partenariat. Janet a appelé en premier. Je te l'avais dit, a-t-elle dit, la satisfaction évidente dans sa voix. Tu mérites cette place sur cette liste. La séance photo Forbes a été surréaliste. Maquillage professionnel, équipe de lumière, et un photographe habitué à shooter des célébrités et des dirigeants mondiaux. Ils m'ont placé dans notre bureau, entouré d'écrans affichants l'interface de notre logiciel de sécurité. Et la styliste avait suggéré un blazer sobre, mais j'ai choisi une robe bleu vif qui me donnait confiance. C'est moi, ai-je insisté, pas une version corporative de moi. La réaction de mon équipe à cette reconnaissance valait plus que toute validation externe. Nous avons fermé le bureau plus tôt pour une célébration au champagne et j'ai pris soin de souligner que cette réussite appartenait à nous tous. Amy, ma première employée qui avait cru en une entreprise en devenir, a porté un toast émouvant qui nous a tous touchés. À la femme qui a vu du potentiel là où d'autres voyaient du risque, a-t-elle dit en levant son verre, et qui nous a tous appris à croire en nos capacités. Alors que ma confiance professionnelle montait en flèche, ma blessure personnelle restait vive. J'ai finalement accepté de parler avec mon père après qu'il m'a envoyé un email intitulé « Je me suis trompé ». La conversation téléphonique fut tendue. Papa n'avait jamais été doué pour admettre ses erreurs et sa tentative était maladroite, au mieux. La reconnaissance Forbes est assez impressionnante. A-t-il commencé formellement, comme s'il parlait de la réussite d'un inconnu. Merci, ai-je répondu, ne lui facilitant pas la tâche.
J'ai peut-être sous-estimé la viabilité de ton modèle économique, a-t-il poursuivi. Tu l'as définitivement fait. Ai-je fait remarquer, avant qu'il ne marque une longue pause, puis ajoute, ta mère et moi aimerions t'emmener dîner pour fêter ça correctement. J'ai décliné, expliquant que je n'étais pas prête pour un autre dîner de famille. La blessure est encore trop fraîche. J'ai besoin de temps. Papa, ce qui s'est passé à cette intervention, c'était l'aboutissement d'années de rejet, ça ne guérit pas du jour au lendemain, même avec un article dans Forbes. Il semblait sincèrement surpris par cette réponse, comme si la validation externe aurait dû effacer toutes les blessures passées. Cette réaction confirmait seulement qu'il ne comprenait toujours pas le café avec Heather s'est avéré plus productif. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos bureaux. Elle est arrivée avec une copie imprimée de mon profil Forbes, me demandant de la signer, moitié pour rire, moitié sincère. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, a-t-elle dit après que nous ayons commandé. À quel point nos chemins ont été différents, à quel point maman et papa nous ont traités différemment. Toi, tu as suivi leur scénario, ai-je fait remarquer. Moi, je l'ai rejeté, a-t-elle répondu. Je sais, mais je ne t'ai jamais défendu. J'ai cru leur histoire, que tu étais imprudente alors que tu étais vraiment courageuse. Cette admission de ma sœur, toujours parfaite, valait plus que je ne l'aurais cru. Nous avons passé 2 heures à parler, à vraiment parler de notre enfance, de nos approches différentes de la vie et de la façon dont les attentes de nos parents nous avaient façonnés, simplement de manière différente. Brad est insupportable depuis ton intervention. A-t-elle confié avec un petit sourire. Il ne cesse de dire qu'il savait que tu étais sous-estimé sur le marché, mais que personne ne voulait t'écouter. Nous avons ri toutes les deux, la tension entre nous s'allégeant peut-être. Pour la première fois de notre vie d'adulte, durant cette période de réajustement familial. J'ai également commencé à travailler avec la docteure Melissa Chin, une thérapeute spécialisée dans les femmes très ambitieuses issues de familles traditionnelles. Nos séances m'ont aidé à comprendre que ma quête de succès était en partie alimentée par un désir d'approbation parentale que je ne recevrai peut-être jamais complètement. L'incapacité de tes parents à valider tes choix reflète leurs limites, pas les tiennes, m'a expliqué la docteure Chin. La question est, peux-tu accepter leurs limites tout en maintenant une relation? Cette question m'a hantée alors que je me préparais pour ma première intervention publique après la reconnaissance de Forbes, un discours principal au Northeast Technology Summit. L'ironie ne m'échappait pas d'être devenu un succès du jour au lendemain après des années de travail méthodique. En coulisses, juste avant ma présentation, j'ai reçu un texto de papa, ta mère et moi sommes dans le public. Peu importe ce qui arrive, nous sommes fiers de toi. J'ai balayé la salle du regard en montant sur scène et les ai repérés au milieu, maman serrant nerveusement son sac à main, papa assis bien droit dans son costume. Ils étaient venus sans me le dire, un petit geste qui en disait long sur leurs efforts pour comprendre mon univers. Le discours a été un succès, recueillant une ovation debout et de nombreuses demandes de rendez-vous. Après, quand je suis enfin allée voir mes parents, maman m'a serré fort dans ses bras. Je n'ai pas compris la moitié de ce que tu as dit, a-t-elle admis, mais tout le monde était tellement impressionné. Papa m'a tendu la main de manière formelle, puis a semblé changer d'avis et m'a prise dans une étreinte maladroite. Ce moment a été révélateur, a-t-il dit, un véritable respect dans sa voix pour la première fois peut-être. Ce n'était pas exactement un pardon, mais un début, une reconnaissance que nous pourrions construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de vieilles attentes. Le jour où le numéro de Forbes est sorti en kiosque, notre bureau a reçu une livraison. Une copie encadrée de la couverture du magazine envoyée par Janet avec une simple note, premier de beaucoup, ne doute jamais de toi à nouveau. Je l'ai accroché dans notre hall d'accueil, non pas comme un étalage, mais comme un rappel à chaque employé que leur travail était reconnu au plus haut niveau. L'attention médiatique a suivi rapidement. Les publications locales ont demandé des interviews, des blogs spécialisés ont analysé notre modèle économique, le Boston Business Journal a publié un article intitulé « Disrupteur local », agrémenté de photos d'enfance que ma mère avait fournies avec enthousiasme, sans que je le sache. Tu avais toujours l'air si sérieuse sur tes photos d'école, a commenté le journaliste lors de notre entretien, comme si tu planifiais déjà la domination du monde. Pas la domination, ai-je corrigé, la transformation. Cette visibilité accrue a apporté de nouvelles opportunités et défis. Les investisseurs qui ignoraient mes emails auparavant cherchaient désormais des rendez-vous, les clients potentiels me contactaient directement, les concurrents proposaient soudainement des discussions exploratoires de partenariat. Mon agenda s'est rempli de rendez-vous qui auraient été impossibles à décrocher quelques mois plus tôt. Nous avons exploité cet élan pour nous développer à l'international, établissant notre premier bureau à Londres pour servir les clients européens. Et la levée de fonds de série B a dépassé les attentes.
sécurisant 50 millions de dollars à une valorisation qui faisait paraître les 20 millions précédents modestes. À travers tout cela, je suis resté concentré sur notre mission principale, rendre la cybersécurité de niveau entreprise accessible aux sociétés de toute taille. Quand un capital risqueur influent m'a suggéré de me recentrer uniquement sur les clients plus grands et plus rentables, j'ai refusé. Les petites entreprises sont la raison pour laquelle nous existons, ai-je expliqué. Ce ne sont pas un tremplin, c'est notre but. Mon équipe de direction, désormais composée d'un CFO, CTO et COO, a soutenu cette vision, même si cela impliquait une croissance plus lente que certains investisseurs ne le souhaitaient. Nous avons déménagé dans un siège qui pouvait accueillir nos plus de 100 employés tout en conservant la culture collaborative que nous avions établie lorsque nous n'étions que 5 à la maison. Mes parents avaient transformé le magazine Forbes en une sorte de relique familiale. Maman a mentionné lors d'un appel téléphonique que papa avait acheté 5 exemplaires, en gardait un dans son bureau et le montrait fièrement à ses collègues et clients. Ton père raconte à tout le monde que sa fille est dans Forbes, a-t-elle rapporté avec un mélange de fierté et d'étonnement. Même la caissière de Whole Foods le sait maintenant. La scène du dîner familial a radicalement changé lors de Thanksgiving, 6 mois après ce qui était passé d'une intervention à une révélation. La dynamique était visiblement différente. Papa posait des questions détaillées sur notre expansion en Europe. Maman évoquait un segment sur la cybersécurité qu'elle avait vu dans les actualités du matin, se demandant si cela affectait notre activité. Plus surprenant encore, Heather annonçait qu'elle quittait son poste de consultante pour rejoindre une start-up tech. J'ai observé à quel point le travail de Madison est épanouissant, expliquait-elle, tandis que papa affichait d'un air momentanément inquiet avant de reprendre contenance. Ça semble intéressant, parvint-il à dire en me lançant un regard. Je suis sûr que Madison peut lui donner quelques conseils sur le monde des startups. Cette petite reconnaissance de mon expertise représentait un énorme progrès venant de l'homme qui avait jadis traité mon entreprise de simple jeu d'entrepreneuse. Le développement familial le plus significatif est survenu quand Heather est venue me faire une proposition inattendue. Après plusieurs mois dans sa startup tech, elle avait découvert une passion pour les opérations et l'efficacité organisationnelle. J'y ai beaucoup réfléchi, m'a-t-elle dit lors de l'un de nos déjeuners réguliers entre sœurs. Stellar Tech grandit si vite, as-tu envisagé d'embaucher un CO dédié? J'ai étudié son visage, comprenant la question implicite, tu te proposes. Elle a hoché la tête nerveusement. Je sais que ça paraît fou. Nous avons toujours suivi des chemins si différents et je ne prétends pas avoir tes compétences techniques, mais les opérations, la montée en charge, le développement organisationnel, c'est ce pourquoi j'ai été formée. L'idée de travailler avec ma sœur, la même sœur qui était restée silencieuse lors de l'intervention familiale moins d'1 an auparavant, semblait pleine de complications potentielles. Pourtant, quelque chose me semblait juste, une chance de reconstruire notre relation sur de nouvelles bases d'égalité. Après des entretiens approfondis avec mon équipe de direction et le conseil d'administration, j'ai insisté pour qu'il n'y ait aucun traitement de faveur. Heather a rejoint Stellar Tech en tant que directrice des opérations. Son expérience en entreprise complétait ma démarche entrepreneuriale, créant un équilibre bénéfique pour la société. Travailler ensemble a révélé des facettes de Heather que je n'avais jamais appréciées. Son souci méticuleux du détail, son talent pour résoudre les problèmes diplomatiquement, son respect sincère pour l'entreprise que j'avais bâti. En retour, elle voyait ma vision créative et ma pensée stratégique en action au quotidien. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle avoué après son premier mois. La complexité de ce que tu as géré toutes ces années, je suis un peu admirative. Ma relation avec mes parents a évolué plus lentement. Maman a commencé à m'envoyer des articles sur des femmes entrepreneurs à succès avec des notes du type « ça m'a fait penser à toi » ou « je pensais que ça pourrait t'intéresser », des gestes petits, mais significatifs. Et la transformation de papa fut plus surprenante. Lors d'un dîner familial célébrant le nouveau poste d'Heather, il s'est intéressé à notre approche de la conformité réglementaire internationale, une vraie question d'affaires plutôt qu'une critique déguisée. Après le dîner, il m'a invité dans son bureau à la maison où j'ai remarqué que le numéro de Forbes était bien en vue à côté des photos de famille. Je veux te montrer quelque chose, a-t-il dit en ouvrant un tiroir et en sortant un dossier jauni. À l'intérieur, un plan d'affaires daté de 1983, 3 ans avant ma naissance. Tu as essayé de créer une entreprise? Ai-je demandé, stupéfaite, en parcourant le document décrivant une société de services financiers destinée aux familles de classe moyenne. La banque d'investissement était mon plan B, a-t-il admis. C'était mon rêve. Que s'est-il passé? Son expression c'est Darcy. J'ai obtenu un financement initial, quitté mon emploi, signé un bail pour un bureau. 3 mois après, mes associés sont partis de manière inattendue, la banque a appelé notre prêt, j'ai tout perdu, y compris la compte pour une maison.
Je n'en avais aucune idée, ai-je murmuré. Ta mère était enceinte des heures, j'avais besoin de sécurité et de stabilité. J'ai accepté la première offre solide et je n'ai jamais regardé en arrière. Il fit une pause, sa voix s'adoucissant, ou du moins, j'ai essayé de ne pas regarder. Cette révélation a transformé ma compréhension de mon père. Son opposition à mon parcours entrepreneurial n'était pas simplement de l'entêtement, c'était la peur née de sa propre expérience douloureuse. Quand tu as lancé ta société, a-t-il poursuivi, tout ce que je voyais, c'était l'histoire qui se répétait. J'essayais de te protéger de ce que j'ai vécu en te décourageant à chaque tournant. Je ne pouvais pas cacher l'amertume dans ma voix. En te poussant vers ce que je savais être sûr, a-t-il corrigé. Je me suis trompé, Madison. Ton courage a persisté malgré les doutes de tout le monde, y compris les miens, c'est quelque chose. Je ne pouvais pas dire que cette conversation avait instantanément guéri des décennies de malentendus, mais elle m'a apporté un contexte que je n'avais jamais vu auparavant. Le scepticisme de mon père ne venait pas d'un manque de foi en moi spécifiquement, mais de sa propre douleur non résolue. Cette nouvelle compréhension m'a permis de voir le comportement de ma famille avec plus de compassion. Leur peur pour moi s'était exprimée par le rejet, mais sa racine était l'inquiétude, aussi maladroite soit-elle. Le vrai test est venu lorsque j'ai été invité à prononcer un discours principal à la National Cyber Security Conference. La prise de parole la plus prestigieuse de ma carrière. J'ai invité mes parents avec hésitation, m'attendant à un refus. Nous serons là, a répondu papa immédiatement. Envoie les détails. Debout au pupitre devant des milliers de leaders de l'industrie, j'ai aperçu mes parents dans la 10e rangée. Papa écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Maman rayonnait d'une fierté non dissimulée. Ils ont été les premiers de leur section à se lever pour une ovation. Après, entouré de participants souhaitant me rencontrer, j'ai vu papa m'attendre patiemment au bord de la foule. Quand je l'ai enfin rejoint, il m'a serré la main formellement. C'était extraordinaire, a-t-il dit, sa voix tremblante d'émotion. Je n'ai jamais été aussi fier d'être ton père. Ces mots, je les avais attendus toute ma vie. Plus tard dans la soirée, maman m'a posé des questions sur mon intervention, des questions sincères qui montraient qu'elle avait écouté et essayé de comprendre. Elle ne comprenait toujours pas les détails techniques, mais son effort pour s'engager dans mon monde représentait une croissance énorme. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt, a-t-elle murmuré en nous quittant, la femme remarquable que tu es devenue. Alors que mon entreprise continuait de prospérer, je me sentais de plus en plus à l'aise avec qui j'étais, professionnellement et personnellement. Le besoin désespéré de validation familiale avait diminué à mesure que je construisais ma confiance en mon propre jugement et m'entourais de personnes reconnaissant ma valeur sans demander de preuves extérieures. Le développement le plus inattendu est venu lors d'un rendez-vous de routine avec Janet, qui était devenue non seulement une mentor, mais une amie. As-tu pensé à devenir mentor pour de jeunes entrepreneurs toi-même ? M'a-t-elle demandé, particulièrement pour les jeunes femmes confrontées aux mêmes obstacles que toi. Cette suggestion a profondément résonné en moi. J'ai créé un programme de mentorat chez Stellar Tech, offrant conseils et petits investissements aux femmes lançant des entreprises technologiques. Beaucoup partageaient des histoires de scepticisme familial douloureusement similaires à la mienne. Mon père pense que la tech, c'est pour les gars, m'a raconté une jeune fondatrice. Amène-le un jour à mon bureau, ai-je proposé avec un sourire. Je sais exactement ce que ça fait. La croissance personnelle a parallèlement suivi le succès professionnel, de manière inattendue. J'ai commencé à sortir avec Eric, un auteur de livres pour enfants fasciné par mes accomplissements professionnels plutôt qu'intimidé. Sa perspective créative équilibrant ma nature analytique et son attitude de soutien envers ma carrière était agréablement simple. Ton ambition est l'une de tes qualités les plus attractives, m'a-t-il dit après avoir assisté à une négociation tendue que j'avais menée. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'excuser ou que tu dois cacher. Cette simple affirmation soulignait à quel point j'étais habituée à défendre ma passion professionnelle, même dans mes relations personnelles. Et la dynamique familiale a continué d'évoluer. Papa a demandé mon avis sur son portefeuille d'investissement, une petite requête qui représentait un immense respect venant de lui. Maman a arrêté de me demander quand j'allais me poser et s'intéressait désormais aux évolutions de mon entreprise avec un véritable intérêt. Travailler avec Heather a renforcé notre relation au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et la tension compétitive qui avait défini notre enfance s'est transformée en respect collaboratif. Nous avons équilibré nos forces et faiblesses respectives, créant un partenariat bénéfique à la fois pour nous et pour l'entreprise. Nous avons perdu tant d'années à nous voir comme des rivales, a-t-elle réfléchi lors d'une séance stratégique nocturne. En fait, on fait une sacrée bonne équipe. Le chemin parcouru, de l'intervention familiale à la reconnaissance dans l'industrie, avait été douloureux mais finalement transformateur, non seulement pour ma carrière, mais pour ma compréhension de moi-même et de ma famille. Le succès n'avait pas guéri les blessures d'années de rejet,
Seule une communication honnête et un respect mutuel pouvaient le faire. Mais le succès m'avait donné la confiance nécessaire pour établir des limites et des attentes quant à la manière. 1 an après la reconnaissance Forbes, papa m'a appelé avec une question inattendue. Je fais du mentorat avec un jeune analyste qui envisage de quitter son poste pour lancer sa propre entreprise. Accepterais-tu de lui parler? Ton point de vue lui serait précieux. Mon père me demandait un conseil professionnel, une requête inimaginable 2 ans plus tôt. Avec plaisir, ai-je répondu, consciente de l'importance du moment. Merci. A-t-il dit, puis a ajouté doucement, on dirait que j'ai encore des choses à apprendre sur les affaires, après tout. Ce n'était pas une excuse explicite pour des années de rejet, mais venant de mon père, c'était une reconnaissance extraordinaire. Parfois, la croissance ne se manifeste pas par de grands gestes, mais par de petits moments d'humilité qui auraient autrefois été impossibles. Un peu plus d'1 an après ce qui avait commencé comme une intervention familiale devenue révélation, Stellar Tech Solutions a célébré son 5e anniversaire. Nous avons organisé un gala dans notre siège élargi, réunissant employés, clients, investisseurs et partenaires qui avaient soutenu notre parcours. Debout au pupitre devant l'Assemblée, j'ai réfléchi au chemin parcouru, pas seulement en tant qu'entreprise, mais personnellement. 5 ans plus tôt, je travaillais seul dans un minuscule bureau, mangeant des nouilles instantanées pour payer les salaires, pendant que ma famille attendait mon échec inévitable. Aujourd'hui, je dirigeais une société valorisée à plus de 100 millions de dollars, avec des opérations internationales et une équipe de professionnels exceptionnels qui croyaient en notre mission. Janet, ma première véritable mentor, m'a présenté lors de l'événement avec des mots qui m'ont ému aux larmes. Certains leaders naissent du privilège et des opportunités, d'autres se forgent dans le feu. Madison Campbell a construit cette entreprise malgré des obstacles qui auraient découragé la plupart des gens, prouvant que parfois, le moteur le plus puissant du succès est d'avoir quelque chose à prouver. J'ai balayé l'audience en commençant mon discours, repérant mes parents assis à une table proche de l'avant. Maman portait une nouvelle robe pour l'occasion, à la fois fière et un peu dépassée par cette assemblée sophistiquée. Papa était assis avec une posture inhabituellement détendue, hochant la tête avec encouragement lorsque nos regards se sont croisés. Le chemin de la guérison, de la douleur à l'acceptation, n'avait été ni rapide ni linéaire. Pendant des mois après la révélation Forbes, je m'étais accroché à ma blessure, l'utilisant comme un bouclier contre de nouvelles déceptions. Et la revanche que représentait la reconnaissance publique avait d'abord durci, plutôt que guéri, la blessure des années de rejet. Et la leçon profonde est venue peu à peu. La validation externe, même celle de Forbes, ne pouvait guérir ce qui nécessitait une résolution intérieure. Le succès avait changé la façon dont les autres me voyaient, mais la transformation la plus profonde venait de la manière dont je me percevais et percevais ma relation avec ma famille. Le plus grand défi dans la construction de cette entreprise n'a pas été de sécuriser des financements ou de développer une technologie, ai-je dit lors de la célébration, mais d'apprendre à croire en ma vision quand peu y croyaient, à faire confiance à mon jugement quand la sagesse conventionnelle pointait ailleurs, à définir le succès selon mes propres termes. J'avais passé des années à chercher l'approbation de mes parents, à mesurer ma valeur à travers leur reconnaissance. L'ironie douloureuse était que ce n'est que lorsque j'ai cessé de dépendre de leur validation que notre relation a commencé à guérir. Papa avait fait un pas important en demandant conseil pour son mentoré. Encore plus significatif, j'avais trouvé le numéro de Forbes en bonne place dans leur salon lors de ma visite, pas caché comme une anomalie, mais célébré comme une part de ce que j'étais. Madison avait dit maman lors de cette visite. Jennifer, de mon club de lecture, m'a demandé si tu pouvais parler à sa fille, intéressée par l'informatique. Je lui ai répondu, tu es très occupée, mais peut-être. Le fait que ma mère me voie maintenant comme un modèle potentiel représentait une évolution extraordinaire de la femme qui m'avait autrefois suggéré de revenir vivre chez elle quand mon entreprise échouerait inévitablement. Et la nouvelle dynamique familiale n'était pas parfaite. Papa retombait parfois dans son habitude d'offrir des conseils non sollicités avant de se reprendre. Maman s'inquiétait toujours plus de mon équilibre vie professionnelle-vie privée que ne l'aurait fait pour un fils. Mais il y avait désormais une base de respect mutuel auparavant absente. Ma sœur Heather avait sans doute subi la transformation la plus spectaculaire. En tant que CEO de notre entreprise, elle avait pleinement embrassé le monde des startups. Elle, qui avait autrefois été en conflit avec le scepticisme familial, prospérait désormais dans un environnement libéré des attentes de nos parents. Notre relation professionnelle s'était approfondie, renforçant notre lien personnel et remplaçant des décennies de comparaison et de rivalité par une collaboration sincère et une appréciation mutuelle de nos forces différentes. La scène du dîner familial, depuis l'intervention, me revient parfois en mémoire, confiait Heather lors d'un rare moment de calme dans notre emploi du temps chargé. Le choc sur le visage de papa quand il a vu la notification Forbes,
je ne l'avais jamais vu sans voix auparavant. Il n'aurait pas fallu attendre Forbes pour qu'il croie en moi, ai-je noté, la vieille blessure ressurgissant brièvement. Non. A-t-elle acquiescé, mais peut-être qu'il avait besoin de ce choc pour reconnaître son propre angle mort. L'entreprise continuait de s'agrandir, mais j'avais appris à concilier ambition et bien-être personnel. Elle a bourreau de travail qui dormait autrefois sur un canapé de bureau maintenait désormais des limites claires entre réussite professionnelle et épanouissement personnel. Ma relation avec Eric évoluait naturellement. Libéré de la pression familiale qui avait compliqué mes romances précédentes. Le programme de mentorat pour les entrepreneurs féminines était devenu l'une de mes initiatives les plus gratifiantes. Créer des opportunités pour de jeunes femmes confrontées au scepticisme que j'avais moi-même rencontré. Donnait un sens à notre succès au-delà du profit. Nous avons mis en place un fonds de bourse pour les étudiants en commerce issus de milieux peu encourageants, offrant non seulement une aide financière, mais aussi une communauté qui croit en leur potentiel. Lors d'un récent dîner familial, désormais une tradition mensuelle plutôt qu'une source d'angoisse, j'ai vu mes parents échanger avec Eric. Discutant de son dernier livre pour enfants avec un réel intérêt. Papa posait des questions réfléchies sur l'industrie de l'édition sans donner de conseils correctifs. Maman s'abstenait de ses habituelles allusions au projet de mariage. Après le dîner, papa m'a emmené à part. J'ai trouvé ça en faisant du tri dans de vieux dossiers. A-t-il dit en me tendant un vieux découpage de journal jauni de mes années de lycée, relatant ma victoire régionale à un concours de plan d'affaires. Je l'avais gardé, mais je ne t'en ai jamais parlé. Peut-être qu'une part de moi a toujours su que tu avais quelque chose de spécial, même quand j'avais trop peur de l'admettre. Cette petite confession résumait notre parcours, la longue route du rejet à la reconnaissance, de la blessure à la guérison. Le succès ne m'avait pas changé, il avait révélé qui j'avais toujours été, à moi-même d'abord, puis enfin à ma famille. En concluant cette histoire, je me rappelle que le vrai succès ne se mesure pas aux valorisations ni aux couvertures de magazines. Et elle se trouve dans la liberté de définir son propre chemin, de libérer le besoin de validation extérieure, et de forger des relations basées sur l'acceptation authentique plutôt que sur l'approbation conditionnelle. Avez-vous déjà vu vos réussites minimisées par ceux dont vous attendiez le plus de soutien? La reconnaissance extérieure a-t-elle finalement changé leur regard, ou avez-vous appris à trouver la validation en vous-même? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et si cette histoire vous a touché, merci d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa vision mérite d'être poursuivie, même lorsque les autres ne la voient pas encore. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et rappelez-vous, parfois, ceux qui ne croient pas d'emblée à vos rêves sont les plus surpris par votre succès.